Je sais pas par où commencer. Je suis tellement heureuse de te voir. J'ai envie de te dire, de te demander comment ça va. Ben, ça va bien. En ce moment, comment ça va en ce moment? Ça va super bien. Je travaille fort. Tu travailles sur quoi? Je travaille sur 2 films, plus un essai féministe pour ados, mais young adult. Là, ouais. Super. Sur quel sujet? Mon même sujet, la représentation des filles et de l'amour dans la fiction. Parce que ça, c'est vrai que c'est un gros sujet chez toi. Là. J'ai lu dans la presse. Mais en fait, il est arrivé 2 choses. Il y a une libraire qui... Allô, Mélissa? Il y a une libraire qui m'écrit et elle me dit... Ce serait vraiment important qu'il y ait un Mr. Big, mais pour les ados. Parce qu'elle dit, moi, en tant que libraire jeunesse, j'aimerais ça pouvoir recommander ça. Puis là, j'étais comme, ouais, mais Mr. Big est quand même bien vulgarisé. Donc, tu sais, j'étais comme un peu réticente. Puis là, après ça, je lis dans la presse un dossier que la violence conjugale chez les jeunes est en hausse. Ça m'a complètement bouleversée. Puis il y avait une intervenante dedans qui disait que on ne sait plus faire la différence entre un amour sain puis un amour malsain, puis qu'il faut éduquer autant les jeunes que la société. J'étais comme, mission acceptée, c'est mon sujet. J'ai fait tellement de recherches là-dessus, puis là, ben, je suis en train d'écrire ça. Puis c'est drôle parce que ce matin, je disais à mon chum, parce que là, j'écrivais une scène pour un des films, puis j'étais comme, parce que depuis les derniers mois, j'écris mon essai. Puis là, cette semaine, j'écrivais des scènes parce qu'on fait des demandes de subventions. Puis là, je tripais. Puis là, j'étais dans ma scène. Puis là, j'avais hâte. Puis j'ai dit, c'est vraiment bizarre parce que quand j'écris mon sujet, mon essai, j'ai pas la même légèreté. Puis là, on a essayé de décortiquer ça. Puis ma conclusion, c'est que quand tu écris un essai, là, tu fais... Tu sais, moi, là, je fais énormément de recherches. Là, je me back avec, tu sais, comme... la science, qui est des sciences sociales, des spécialistes du féminisme, des statistiques, tout ça. Mais quand t'écris, là, t'écris pas seulement en essayant de vulgariser ce sujet-là, ce qui est déjà un défi. Mm-hmm. C'est qu'il faut que tu penses aussi à comment ça va être reçu. Donc, d'y aller comme doucement, avec des nuances. Pour les ados, en fait, ou les jeunes adultes, tu veux dire? Ben, avec ceux qui ne seraient pas d'accord avec toi ou que ça confronterait. Okay. Et aussi, il faut que tu penses justement aux contre-arguments que tu pourrais recevoir de gens qui n'ont pas les connaissances sur le sujet, qui se basent juste sur leur ressenti. Fait qu'il faut comme que tu penses au ressenti des gens qui vont être en désaccord avec toi. C'est exigeant. Tellement... Oui, c'est mais très en même temps, exigeant. c'est galvanisant parce que t'acquiers plein de nouvelles connaissances, puis tu peux argumenter, tu peux découvrir des arguments sur des sujets que tu explores, j'imagine. J'adore ça. Hein. Tu sais, moi, ça fait 10 ans que je suis avec mon chum, puis mon chum, il est pharmacien, c'est un scientifique, tout ça. Puis lui, à chaque année, OK, il faut qu'il fasse ce qu'il appelle de la formation continue dans son domaine. Puis à un moment donné, j'étais comme, tu sais, c'est vraiment bizarre que nous, comme écrivains, on n'ait pas ça à faire, de la formation continue. Mm-hmm. Tu sais, que... Tu devrais avoir des classes d'écriture. Ben pas des classes d'écriture. Sais-tu quoi? Moi, je trouve que dans l'éducation, dans la transmission de l'écriture, on transmet des techniques, mais on transmet pas nécessairement comme les représentations, les analyses de comment les choses peuvent être analysées, interprétées, ce que ça a comme impact dans la société. Parce qu'il y en a des études là-dessus. Juste dans Mr. Big, je parle de toute une analyse qui a été faite par rapport au film Jaws, que ce que ça a eu comme conséquence démontré dans la société, c'est une peur accrue des requins et donc une augmentation de la chasse. Là, après ça, mettons, le positif de ça a été que les requins étaient en train de disparaître. Donc, ils ont dû faire des études. Donc, il y a eu plus d'études qui ont été faites sur les requins. Mais tu sais, c'est un réel impact dû par un film. Donc, c'est pas vrai que ce qu'on écrit, ça n'a pas d'impact autant. Ça peut autant avoir des impacts positifs que négatifs. Absolument. Puis, tu sais, je pense que ce serait important d'ajouter ça quand on transmet l'écriture. Pas juste des techniques, parce que les techniques, à la limite,
tu sais, c'est bien de les apprendre, de les maîtriser, tout ça, mais je trouve qu'on devrait ajouter je trouve qu'on devrait ajouter des cours sur les représentations, puis justement, de faire une formation continue. Tu devrais en faire une. Tu devrais aller faire des ateliers, sérieusement, des ateliers chez les jeunes, pour les jeunes écrivains, je suis sûre. Tu parles de Mr. Big. Écoute, puis des notes, t'as consulté beaucoup. C'est-tu ton premier essai? C'est mon premier essai, oui. Là, en ce moment, tu es en train de basculer vers l'essai? Bien, c'est pas une bascule parce que c'est quelque chose... Quand j'ai fait Mr. Big, c'est sûr que je me disais, bon, c'est pas nécessairement quelque chose que j'ai fait, mais en même temps, il y a tellement... Tu sais, moi, j'aime les essais d'écrivains qui se sont questionnés sur l'écriture. Tu sais. Donc, je pense que moi, c'était tellement fort en dedans de moi, Mr. Big. Puis là, c'est drôle parce que mon nouvel essai, Mr. Big, tu sais, il est écrit un peu comme une enquête. Je me pose une question, puis j'essaie de répondre à cette question-là. Tandis que là, mon nouvel essai, j'avais les connaissances. Fait que c'est comme une écriture totalement différente, puis je me suis donné d'autres défis en l'écrivant. Parce que c'est comment vulgariser ce sujet-là pour des ados sans les prendre à rebrousse-poil. Ouais. Là, j'ai utilisé Mr. Big, qui est le très ingénieux d'abord. C'est très, très ingénieux c'est subtil comme façon de faire, c'est-à-dire de partir d'une grande série, Sex and the City, puis d'analyser la relation toxique qui existe, mais tu aurais pu prendre n'importe quel film. Oui, parce que, tu sais, il y en a qui disaient, ça aurait été le fun qu'il y ait d'autres exemples. Tu sais, il y a d'autres exemples dans le livre, mais moi, j'ai pris Mr. Big comme quasiment un symbole, comme pour toutes les séries. C'est comme, si là, tu es capable de lire ça, même si tu connais pas la série, tu vas être capable de toutes les analyser toi-même. Tu vas les retrouver, les personnages, partout. Je ne sais pas si je trouve ça efficace si tu prends une scène, juste une, que tu la ressors de son contexte, puis que là, tu donnes une analyse rapide dessus. Moi, ce que je voulais faire, c'est en prendre une, puis l'analyser vraiment en profondeur avec beaucoup d'exemples. Puis après ça, voici, vous avez les outils maintenant pour analyser. Puis moi, j'adore Sex and the City. Tu sais, je mangeais avec une amie l'autre jour, puis elle m'a dit, tu sais, quand j'ai lu ton livre, ça m'a confrontée. Pour moi, Sex and the City, c'était léger, c'était le fun. Mais pour moi aussi, puis pour plusieurs filles de notre génération, c'était un bonbon. Là. On regarde ça quand on est en peine d'amour, quand on est allé d'être toute seule, la drive des filles, les réponses incisives. Fait que c'était comme un bonbon. Puis j'avoue que moi aussi, ça a fait cet effet-là. Ça t'a confronté. Mais en même temps, ça m'a pas tant confronté. Ça a juste fait, ben oui, il est pas fin. Ben oui, Big, ils sont tous pas fins. Big est pas fin. Petrov, le Russe qui l'amène à Paris, est pas fin. Oui. Ben lui, il va jusqu'à la violence physique. Exact. Puis il y a pas beaucoup d'interventions de ses amis autour aussi, je trouve. Il y a le mariage de... Mon Dieu, là, tu remarques que j'ai dit tout écouter. Puis regarde, j'ai une question finale. C'est même pas Sex and the City, c'est... la deuxième... And Just Like That? Oui. Aiden, je veux qu'on parle de ça. Tu vois, j'ai ça, je peux pas t'avoir et ne pas parler d'Aiden. Pour ceux qui n'auraient pas lu Mr. Big, là, que c'est fait avec tellement d'amour. Oui. Parce que moi, j'aime tellement Sex and the City. Puis je trouve que c'est important. Puis, tu sais, j'en parle que c'est... Tu sais, c'est très contextualisé. J'en parle que à quel point, tu sais, tu parles des filles qui ont de la drive. Tu sais, à l'époque des séries où il y avait 4 filles qui parlaient de sexualité, qui parlaient d'intimité, c'était tellement nouveau parce qu'on brisait tellement comme 1 million de tabous. Ouais. Cette série-là est extrêmement importante. Donc, c'est tellement fait avec beaucoup d'amour pour la série, mais quelque chose qu'on aime, tu sais, je pense qu'on peut après essayer d'avoir une certaine distance. Moi, il n'y a jamais de ma vie que je vais arrêter d'écouter Sex and the City, mais j'aime ça pouvoir avoir une distance basée sur une analyse des recherches que j'ai faites et qui me dit, OK, ça, là, OK, ça aide qui, cette relation-là? Ça aide les scénaristes. Ça aide pas comme... la société, ça aide pas les femmes. Des histoires qu'on nous donne. Mais ça paraît, quand tu l'écris, Mr. Big, ça paraît l'amour que tu as pour cette série-là, puis que tu le nommes souvent. Mais là, je suis fatigante, pareil. Je veux avoir ton analyse. Je veux savoir pourquoi, à la fin, Aiden, il s'en va. Pourquoi il reste? Pourquoi il dit dans un... C'est quoi, un an? Là, dans un 5 ans? Je sais pas trop. Tu sais, c'est quoi ma théorie?
ça aide les scénaristes. Parce que dans le fond, là, la série, elle a été re-signée. Elle a été re-signée pour 5 ans. Ah, OK, ça, je savais. Fait que là, il va revenir en couple, en fait. C'est ça que tu me dis. Probablement que les scénaristes se disent, Carrie, c'est une célibataire. Ça nous sert à rien de la mettre en couple heureux. Alors que, tu sais, mais c'est la quête de toute sa vie. On pourrait très bien la voir dans un couple heureux. Parce que là, ça se passait bien. Puis là, Aidan, il est comme, faut que je m'occupe de mon enfant. Puis pendant ce temps-là, je peux pas avoir une blonde. What? Qu'est-ce que c'est ça? C'est ces incohérences-là qui fait qu'à un moment donné, tu te lasses. Tu sais, moi, les films, je les ai regardés en riant. La série And Just Like That, j'étais heureuse. Bien que je trouvais ça très cliché, là, le retour de Mr. Big là, dans la deuxième mouture. Mais j'étais contente de la deuxième saison de And Just. Tu sais, j'ai apprécié les amis. Moi, j'aime... il y a un meme qui circule, là, qui représente, là, c'est comme... And Just Like That, c'est la pire série de l'univers. S'il y avait 17 saisons, je les regarderais toutes. C'est ça l'affaire. C'est ça. Ça colle, en fait. En tout cas, bon, maintenant... Mais je voulais t'en parler parce que je pense que c'est un essai intéressant pour les filles de notre génération qui vont retrouver... Il y a plein de filles de 20 ans qui le lisent. Hein. C'est pas juste notre génération. Il y a même des gars aussi, là, il y a des gars qui me disent « Oh mon Dieu, j'ai remarqué des comportements que j'avais. » Puis là, des fois, ils me disent comment on fait pour changer. C'est super cute. Moi, je peux pas. Là, tes envois vers Francis Desré-Dupuis, Les hommes et le féministe. C'est vraiment un très bon livre pour les. Tu vas-tu le recevoir? J'aimerais ça. Que oui. J'ai pas encore. J'adore. Moi, là, ce que j'aime là, des essais, là, puis des gens, puis des chercheurs comme ça, c'est qu'après. Premièrement, souvent, moi, le féminisme me donne un baume. Là. Quand je lis des personnes qui ont réfléchi au féminisme puis qui essayent de rassembler ensemble des idées comme ça, moi, ça met un baume sur mon cœur. On dirait que ça met des mots sur des fois des ressentis que j'ai depuis longtemps. Puis, tu sais, des personnes comme Francis Dupuis-Desré ou Mélissa Blais, moi, j'ai lu aussi leur collectif qu'ils ont fait ensemble, là, le masculinisme au Québec. Puis... là, premièrement, ça te fait voir des choses, mais aussi ça te donne des arguments. Donc, quand quelqu'un nous dit « ben là, faites attention, les hommes souffrent. » OK, mais à chaque fois que les femmes ont pris juste un petit peu de place, là, on nous a dit « les hommes souffrent. » Mais oui, mais nous, ne pas être égalitaires. Oui, nous, on souffre pas. Tu sais, c'est comme, faut encore qu'on s'excuse d'avoir essayé de prendre un peu de place, parce que là, prendre un peu de place, ça fait souffrir. Puis tu sais, ça aussi, c'est une discussion que j'avais avec mon chum, là, parce que je me dis, tu sais, quand t'es un homme, puis que t'as pas... Toi, tu l'as pas le pouvoir, puis que t'es pas dans le boys club, puis que t'as pas réussi comme t'entends le discours que les hommes sont supposés de réussir. Bien, c'est sûr que tu te dis, oui, mais moi, non. Moi, c'est pas de même, moi. Puis, tu sais, c'est comme difficile de là s'en remettre à une statistique, à des données, parce que toi, ton vécu puis ton ressenti, ben c'est pas ça. Puis tu sais, je pense que c'est pour ça qu'il faut tout faire ça avec de l'empathie pour les uns pour les autres, parce que dans le fond, tout ça vient un peu d'un même, d'un même problème. Donc, tu sais, moi, c'est pour ça que ça m'aide d'avoir des gens qui ont réfléchi là-dessus, qui vont te donner des données, qui vont... Là, il y a un petit côté plus rationnel qui émerge en toi là, depuis un côté scientifique, peut-être. C'est drôle besoin parce d'argumentation puis de chiffres. Ben oui, mais tu sais, c'est drôle parce que tu disais que tu faisais des liens. Dans Aurélie, là, Aurélie est extrêmement scientifique. Souvent, elle va sortir une affaire qu'elle a lue, puis là, elle va trouver que ça n'a pas d'allure, puis non. Je pense que, mettons... moi, j'argumentais souvent sans avoir la solidité de mes arguments. Puis ce que ça m'a donné de lire des essais et même de rencontrer mon chum qui, lui, m'a donné des sources, là, où aller chercher pour trouver des études. Dis, comment tu fais pour trouver ça, des études, quand tu fais des recherches, puis tout ça.
Alors que c'est bien plus simple que ce que je pensais, hein. Fait que moi, là, des fois, dans mes temps libres, je fais ça. Là. Je lis des thèses de doctorat, des maîtrises. Je me pose une question, je m'en vais chercher. Y a-t-il quelqu'un qui a fait un... Il y en a sur toutes. Là, toutes les questions que tu te poses, il y a des recherches là-dessus. Puis moi, je lis ça dans mes temps libres. Là. Fait que moi, ça fait juste m'aider parce que moi, je me suis épuisée à un moment donné à avoir des débats avec des personnes qui avait l'air beaucoup plus solide que moi parce qu'il y avait des grosses voix puis des personnalités fortes. Donc, souvent, on mélange ça avec quasiment comme des bons arguments. C'est vrai. Et que moi, j'avais plus de connaissances parce que je lisais plus sur le sujet ou tout ça, mais j'étais pas prise au sérieux. Puis, je dis pas que je le suis plus, hein, parce que déjà en partant, là, quand tu t'exprimes sur le féminisme ou n'importe quoi, t'es déjà comme pris par certaines personnes. Tu le ressens? Oui, je le sens. Est-ce que tu t'exprimes sur les médias sociaux beaucoup sur ce sujet-là? Là, plus trop, parce que, tu sais, à un moment donné, je me suis rendu compte que les médias sociaux, là, ça change pas le monde. Non. Puis maintenant, en fait, depuis qu'il n'y a plus les nouvelles, on dirait qu'il y a quelque chose de plus fade. En fait, moi, je me suis comme... Tu sais, je peux pas m'obstiner sur les réseaux sociaux. Je perds mon temps. Ouais. Je perds mon temps pour des débats qui mèneront à rien. Donc, des fois, oui, je vais encore faire des statuts. Des fois, c'est plus fort que moi. Mais j'aime mieux m'exprimer par mes livres, par mes histoires. Tu prends le temps de réfléchir sur un sujet. Ouais, je trouve ça aussi plus pertinent. Puis d'évoquer après en promotion puis en entrevue le sujet de façon plus émotive, c'est vraiment intéressant. Tantôt, tu parlais d'Aurélie. Je vais te faire un petit clin d'œil parce que j'ai réalisé que c'est bientôt 20 ans d'écriture. C'est fou, hein? C'est fou. Moi, ce qui me touche le plus, c'est que Aurélie, le premier livre, t'as la première version. Oui, j'ai la première édition. T'as-tu changé quelque chose entre la première et la deuxième que tu as réédité plus tard? Oui. Mettons, des artistes qu'elle aimait qui ont été accusés d'agression sexuelle dans les nouvelles versions, c'est plus les mêmes. Okay. Mais il y a une notion aussi de féminisme qui sont plus les mêmes. Là. On a avancé vraiment vite dans les dernières années. Bien, tu sais, comme tu vois, c'est ça, un moment... Il y a des petites choses que je vais changer qui ne changent pas l'histoire. Parce que OK, mettons, mon premier livre, là, Les Aventures d'Indiana Jones, en 2015, je l'ai republié avec ma maison d'édition française. Puis là, on l'avait tout mis à jour. Puis honnêtement, là, c'est pas... Je l'aime pas, ce livre-là, tu sais. C'est pas un résultat heureux parce que il y avait quelque chose que je pense qu'on se rend pas compte que 2004, là, c'est une époque. Ouais. Tu sais, moi, dans mon livre, j'avais des Padgett, j'avais le premier BlackBerry. Ça a été vite, là. Puis là, j'ai comme tout changé ça. Puis finalement, au départ, je pensais que c'était une bonne chose parce que je faisais confiance à l'éditrice qui me disait « Ouais, mais tu sais, c'est mieux comme ça. » Puis, tu sais, bon, il y avait le changement d'éditeur. On sait pourquoi, tu sais, j'ai changé d'éditeur. Mais tu sais, bon, quand j'ai repris mes droits, tout ça... Donc, Aurélie, ce que je vais faire, c'est s'il y a des mots qui se disent plus, tu sais, ben là, je vais le changer, mais je ne vais pas nécessairement changer l'histoire. Tu sais, changer des choses pour les rendre. Comme dans une version, j'avais changé... Excuse-moi. Ben non. Je sais pas ce que j'ai. J'avais changé, puis elle écoutait Netflix. Puis je me suis rendu compte après que c'était pas une bonne idée. Je suis revenue en arrière. Parce que... je me suis rendu compte que ce que les gens aimaient le plus d'Aurélie, c'est que c'est devenu un livre d'époque. Donc, je suis revenue. Ah, OK. Fait que tu as décidé, tu voulais le changer, puis là, tu as décidé de. Je suis revenue en arrière. Ben, il y a eu une version où elle avait Netflix dans son histoire, puis des chansons plus modernes, puis tout ça. Puis je me suis dit, ah non, les gens. Fait que tu reviens une fois, à chaque. Mettons, là, quand mettons, le tome 1, là, il faut le réimprimer, tu reviens-tu dedans? Tu réécris-tu avant de. Pas tout le temps, là. Tu sais, là, j'ai fait un travail de... Tu sais, comme par exemple, je vais te donner un exemple. Tu sais, en 2006, on se questionnait pas sur l'expression « s'asseoir en indien ». On disait pas « s'asseoir en tailleur ». Même « s'asseoir en tailleur », les gens imaginent quelqu'un assis dans un tailleur.
Fait que, tu sais, bon, même encore maintenant... yoga en tailleur. Tu sais, je sais pas si on aurait de meilleures expressions à trouver là, pour mieux imager ça, mais c'est sûr qu'il n'y a plus de s'asseoir en indien dans Aurélie. OK. Ça veut dire qu'il tourne encore, ton livre, là, ta série. À chaque année, tu sais, je te dirais qu'il y a des nouveaux... Tu sais, moi, j'en reviens pas, tu sais. Puis en France, là, tu sais, je reçois des messages à tous les jours de jeunes Françaises qui lisent ça. Ouais, parce que, tu sais, ça a été très populaire. Ben, c'est encore très populaire en France. Puis en France, contrairement à ici, elle refait tout le temps des nouvelles éditions. OK. Donc, elle les ressort, elle les remet sur le marché. Oui, avec des nouvelles couvertures, tout ça. J'aimerais ça au Québec. J'aimerais ça. Ouais, j'aimerais ça. Mais c'est pas dans les cartons, disons. J'essaye, mais malgré tout, il y a encore, tu sais, il y a des gens qui me disent « Ah, on a cherché Aurélie ». Il y a encore à chaque année, c'est dans les romans préférés de certains jeunes. Tu sais, je veux dire, j'ai encore plein de monde. Moi, j'en reviens pas, là. Jamais j'aurais pensé qu'Aurélie, 20 ans plus tard, il y aurait encore des jeunes qui liraient. Quand ils lisaient ça, mettons, on s'adresse à des jeunes de quoi, 12, 13, là? Oui, ben ça... T'avais dans la tête? J'avais aucune âge en tête. Ah, t'avais pas d'âge en tête. Mais elle dit-tu son année? Elle a 14. Elle a 14. Mais je savais pas, moi. Tu sais, j'avais pas nécessairement... Tu sais, j'ai pas ça, moi, une grille de... Ça va-tu intéresser telle personne? Tu sais, comme les baleines, là. Même Marguerite. On a trop de choses à dire. Marguerite, là. Je m'attendais pas à ce que ça fasse autant de temps. C'est fou. C'est 2013, le Noël de Marguerite. Il y a encore des super bonnes ventes à chaque année. Je pensais que ça faisait genre 2-3 ans, puis tu as gagné, je vais le dire, un des plus grands prix littéraires jeunesse à Bologne en 2014. Ouais. J'en reviens pas que ça fasse autant de temps. Ouais. Il est magnifique. Tu vois, il y a plein de choses à dire à ce livre. Au début, l'éditeur, il disait ça s'adresse à qui? Je sais pas ma job. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas à qui ça s'adresse parce que moi, je veux en parler de ce livre. Je vais en parler de ce livre parce que, d'abord, c'est un livre de Noël, mais pas de Noël. C'est ça qui est bizarre. C'est-à-dire qu'il est vraiment de Noël. Là. On l'a illustré. C'est vraiment une histoire de Noël. Mais c'est pas une histoire, pour moi, qui est de Noël parce qu'elle parle de la vieillesse, de la solitude, de façon magnifique avec Pascal Blanchet, des illustrations. Moi, il y a des planches là-dessus que j'achèterais immédiatement. Mais c'est surtout, en ce moment, il m'a vraiment... je l'avais déjà lu à l'époque, je l'ai relu pour notre rencontre, puis je suis... avec ma grand-maman, en ce moment, je suis aidante naturelle, puis j'ai vu des choses. C'est chez cette mamie-là qui faisait écho dans sa vie à elle, tu sais, puis comme de se faire croire qu'on est bien à Noël toute seule, puis qu'on veut pas de monde, puis que tout est beau. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est ça. On pense qu'on se le fait croire, mais moi, je pense vraiment que ma grand-mère était sincère. C'est ça, je voulais savoir. C'est ta grand-maman que tu as présente? Deux grand-mères, oui. Puis les deux voulaient pas sortir. Vers la fin, là, il ne voulait plus sortir. Tu sais, comme il n'était plus intéressé à ça. Non. Puis, tu sais, moi, je pense qu'il faut considérer que c'est sincère. Tu sais, qu'elle, là, est bien dans son petit cocon, puis elle est bien, tu sais. Elle n'a pas le goût. Tu sais, la maison, c'est un espace rassurant. C'est son refuge. Puis ça, c'est vrai avec la vieillesse. Le lieu, moi, ma grand-mère est toujours chez elle. Elle refuse de partir. Ouais. Elle a besoin de partir. Là, si elle veut bien finir sa vie, il faudrait idéalement qu'elle soit plus là, mais elle s'y refuse. Puis je la comprends. Tu sais, je comprends ce désir de rester dans ce petit cocon-là qui est ta vie, finalement. Ça fait presque 30 ans qu'elle habite là. Fait que je voulais te faire un petit j'ai juste high five en tête parce que je le trouve tellement beau. Merci. Tellement beau. Puis il finit, je sais pas comment il finit. Sur une note d'espoir. Oui, hein? Oui. En fait, qu'il faut pas attendre la mort. Ben non. Faut regarder la vie. Mais oui. Puis c'est juste que quand tu vieillis, c'est difficile parce que si tu tombes, là, si tu te casses une hanche, c'est... T'as-tu peur de vieillir? Moi, non, j'ai pas peur de vieillir parce que j'ai failli mourir trop souvent. C'est vrai, ouais. Tu sais, j'ai eu une embolie pulmonaire, j'ai eu tellement d'affaires
que, en fait, j'ai l'impression que c'est un privilège. Fait que, tu sais, j'ai des traumatismes d'avoir passé souvent près de la mort. Puis ça fait que j'ai plus peur de pas vieillir que de vieillir. Mais vieillir malade, c'était peurant. Oui, vieillir malade, oui, c'était peurant. Vieillir sans mon chum, ça, non, ça. Ben là, c'est ça, parce que mon chum, là, c'est ma personne préférée, c'est mon meilleur partner. Ma plus grande peur, tu sais, maintenant, c'est de le perdre puis de pas, tu sais. Fait qu'à chaque fois qu'il parle, c'est comme hier, une fois par semaine, il s'en va faire une soirée de vélo. Puis là, je suis comme, là, fais attention aux portes d'auto. Tu sais, je suis tannante, là, parce que je suis comme anxieuse. Oui. Bien, je te comprends. C'est comme si, tu sais, nous, on se connaît à travers les salons du livre, mais t'es un peu, je le disais tantôt, je l'ai pas dit comme ça, je vais le dire, t'es un peu un phare dans ma vie. Oh. C'est-à-dire qu'à certains moments, tu as dit des choses qui ont résonné en moi, puis qui ont fait avancer ma réflexion, notamment sur l'amour, beaucoup sur l'amour. Sur les médias sociaux, je faisais des liens entre tes livres parce que j'ai l'impression qu'on voit ta vie amoureuse ou ta réflexion amoureuse à travers tes livres. On passe de Norélie qui veut être amoureuse, qui se questionne. Ben, je sais pas, en fait, elle se questionne beaucoup, même il y a beaucoup de questions sur les orientations sexuelles, entre autres, il me semble. Je l'ai pas relu, hein, fait que là, c'est un souvenir que j'ai. C'est ça. En fait, ce qui est vraiment drôle, c'est que c'est vrai qu'il y a un lien, parce que pour moi, Aurélie, c'est pour réparer tout ce que moi m'avait été envoyé comme petite fille, comme histoire d'amour. Donc, avec Aurélie, j'ai voulu réparer. Donc, tu sais, on est en 2006. À la fin du premier livre, il y a un consentement avec le premier French. Tu sais, on parlait pas de ça à ce moment-là, tu sais. Après ça, il y a, OK, il y a un triangle amoureux, mais elle va pas choisir le choix qui habituellement nous est envoyé par le cinéma américain. Donc, ma réflexion était déjà là. Tu sais, j'ai pas changé. Si tu lis Aurélie, si tu lis Mr. Big, c'est extrêmement cohérent. C'est juste que, mettons, dans Aurélie, je l'ai faite dans une histoire instinctivement, pour réparer ce que moi m'avait été envoyé comme vision de c'est quoi l'amour romantique. Puis dans Mr. Big, je l'ai questionné scientifiquement, ma réflexion, qui était plus l'aboutissement d'une grande réflexion qui a continué. Exactement. Puis qui s'est poursuivie aussi avec, là, je regarde les dates parce que je savais que ça 21 Mr. Big, mais le journal d'une princesse, ça, quand tu l'as écrit, je me rappelle, tu me l'as donné, tu as dit, faut que tu lises ça. Ouais. La mort d'une princesse. Puis, parce que en plus, la fille est relationniste de presse. Puis, oui, ça, en 2017, t'étais dans quel esprit quand tu l'as écrit? La mort d'une princesse, pour moi, c'est un titre symbolique parce que je crois que pour être heureuse amoureusement, il faut qu'on tue notre princesse intérieure. Puis ce que je veux dire par là, c'est que la princesse intérieure, puis c'est un peu la même chose que Mr. Big, c'est qu'on se fait envoyer qu'un prince charmant, c'est un maître de l'illusion, tu sais, quelqu'un qui va être extrêmement séduisant, mais aussi distant, qui va pas nous traiter comme une égale, qui va plus nous traiter même comme de la marde. Puis que nous, on apprend à aimer ça. On apprend à aimer ça à travers des œuvres répétitives. Ça nous est martelé. C'est ça, l'amour. Et ce qui est présenté comme pas de l'amour, surtout pas de l'amour, c'est le gars gentil qui est plus présenté comme plate. Voyons, il est donc bien plate. Il est présent, puis il est fin. C'est donc bien plate. Fait que là, tu sais, nous autres, on est comme, ah oui, mais les papillons. Tu sais, on mélange. Fait que moi, je suis comme, tuons notre princesse intérieure. Tuons cette princesse-là qui a été biberonnée aux histoires d'amour qui sont malsaines. Puis apprenons à voir le beau dans le vrai, dans la réalité, dans le concret, dans quelqu'un qui te donne quelque chose de réciproque. Mais on n'est tellement pas habitués, ça nous est pas inculqué que la réciprocité, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est romantique. C'est comme s'il faut souffrir absolument pour que l'amour soit
comme vrai. Ouais. Puis pour moi, la mort d'une princesse, ça voulait dire, ben cette fille-là, en tout cas, ce personnage-là, il fallait qu'elle tue sa princesse intérieure, dans le fond, la jeune fille naïve qui questionne pas le monde autour d'elle pour pouvoir vivre un amour, parce que finalement, elle choisissait de se retirer de l'amour. Ouais. Est-ce qu'il faut se retirer de l'amour ou essayer juste d'avoir une autre vision de l'amour? Ouais. Puis je me suis amusée dans ce livre-là à réécrire Blanche-Neige. La reine de Blanche-Neige, pour moi, tu sais, c'est un peu le male gaze, tu sais. Ben oui, c'est vrai. C'est intéressant. C'est la belle-mère qui est comme jalouse de Blanche-Neige, qui veut la tuer, voler son cœur. Puis je me suis amusée à la raconter avec le female gaze, tu sais, comme, et si c'était la même personne? Si la reine dans Blanche-Neige, elle voulait tuer elle-même sa jeune fille intérieure, et donc son cœur de jeune fille intérieure, celle qui s'est faite, c'est comme justement dire que le mariage, c'est ça qui allait la rendre heureuse, alors que si elle se marie, elle allait perdre son titre de reine. Ouais. Donc, je me suis comme vraiment amusée. Mais ça a été un livre difficile à écrire. C'est ça, j'allais dire, ça doit être. Est-ce que tu as vécu un peu le même processus en l'écrivant? C'est-à-dire cette espèce de réflexion sur ta propre vie amoureuse, de tuer la princesse que tu étais devenue? Exactement. Ça a fait ça avec ce livre. Ça a pris 7 ans à écrire. J'avais écrit le début, puis moi, ce que je voulais faire, une petite comédie romantique légère, le fun. Fait que tout le début, c'était comme ça. Puis là, j'ai bloqué à un moment donné. Puis j'étais comme, je peux plus écrire ces histoires-là selon les codes. Puis tu sais, c'est tellement puissant en moi que, je vais te dire, j'ai rencontré récemment des... tu sais, je peux pas dire qui, mais mettons des dirigeants de compagnies qui voulaient travailler avec moi pour un projet, puis ils voulaient que j'écrive une comédie romantique traditionnelle. Ouais. Ça peut plus exister, là. Pour moi, je peux pas écrire ça. Ça va être un nom définitif. Tu vas me payer n'importe combien d'argent. Quand on dit traditionnel, ça veut dire qu'il y a une rupture entre le couple. Ça veut dire qu'il y a une problématique. Un homme distant, des conflits, un happy end. Tu sais. OK. Ça arrivera jamais. Ben non, parce que tu refais le... Moi, là, la chose la plus précieuse que j'ai, pour moi, c'est l'intégrité. C'est l'intégrité qui a fait que j'ai pas continué Aurélie après que son histoire était terminée, malgré le succès. C'est l'intégrité qui va faire que des comédies romantiques, je pourrais plus en écrire des comme ça. Ouais. Je peux pas participer à ça, puis c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est ça que j'aime chez toi, India, c'est ton intégrité. D'abord, on la ressent dans ton œuvre, mais on la ressent aussi quand on te côtoie. C'est une très belle qualité que tu as. Puis, tu sais, l'affaire, là, c'est que souvent... Tu sais, moi, c'est sûr que, mettons, j'écris des choses pop. OK? Puis c'est sûr que la pop, il y a tout le temps un petit... Tu sais, je voyais sur tes réseaux sociaux que les gens disaient tu sais, c'est le fun que tu reçoives du monde pas littéraire, puis tu sais, cette conception-là, moi, là, je trouve que c'est important d'avoir tous les genres. Puis moi, je veux toutes mes valeurs et tout ça, tout ce que j'apprends, cette formation continue, mon plus grand défi, c'est de l'intégrer à travers des choses pop. Puis, je pense que ça a son utilité. Ouais. Je pense que moi, le défi que je me mets, c'est de divertir, puis d'essayer de changer un peu les codes, d'essayer... Puis, changer les codes, ça veut pas nécessairement dire...
juste plus les faire. Ça veut dire, OK, comment je peux prendre ce code-là puis essayer d'aller juste un peu à côté. Un petit peu plus loin. Pas plus loin, mais juste de faire un petit pas de côté pour montrer autre chose. Ouais. Puis j'aime ça quand je réussis puis que les gens, ils vont pas nécessairement se rendre compte que moi, j'ai twisté un peu le code ou que ils vont l'apprécier comme un divertissement. Mais moi, là, ça, là... Ça fait réfléchir. Pas après. Nécessairement. Il y en a que oui, il y en a que non. Je pense que tes livres font quand même... C'est ça, ils lancent petites... Oui, mais ils peuvent être lus au premier degré, juste pop divertissement, puis c'est bien correct. Ouais. Parce que moi, c'est ça mon plus gros travail, c'est que ça soit divertissant. Puis je travaille fort pour ça. Puis, tu sais, ça, c'est vraiment intéressant, ce sujet-là des genres cloisonnés. Tu sais, moi, j'ai travaillé pour tous les genres, à peu près. Tu sais, puis je peux te dire qu'il y a des petits groupes dans chaque genre. Tu sais, en poésie, t'as les académiciens, puis t'as les jeunes poètes. En BD, t'as la BD de genre, t'as la BD d'auteur. Tu sais, il y a ça dans tous les secteurs, ce qui fait que j'ai l'impression que le milieu du livre est constamment chicane. Puis qu'il doit retrouver cette... Pour moi, ça, c'est important. Je sais pas si c'est de la chicane à l'intérieur même ou si c'est une perception extérieure qu'il faut absolument mettre les gens dans des cases. Oui, mais on le voit dans les salons du livre. Il faut rassembler ces gens-là parce que quand on en fait des salons du livre en région, tout le monde se mélange, puis on fait des super belles rencontres, puis de ça peut naître d'autres projets aussi. Ouais. Le fait de rester toujours avec sa gang en poésie ou en jeunesse, on le voit aussi en jeunesse, sauf qu'en jeunesse, c'est quand même marché le plus grand, mais il y a quand même des clivages. En tout cas, ça, c'est moi, mon cheval de bataille. La littérature, elle est partout. Il faut la voir, puis t'écris magnifiquement bien. Là. C'est pas parce que c'est dit populaire, de toute façon, qu'est-ce que ça veut dire populaire? Mais c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que t'en vends. Fait que cela dit, c'est drôle parce que négatif. Il y en a qui pensent que c'est plus facile, mais ça peut être des fois plus difficile de rendre une phrase super accessible à tout le monde. Tu sais, comme en ce moment, là, c'est ça mon plus grand défi dans mon livre pour ados. Ouais. Tu sais, je suis comme, voyons, je suis capable de vulgariser ça, puis j'essaye fort, là. Puis, tu sais, mon naturel, c'est que ça serait pas vulgarisé, tu sais. Ouais. Fait qu'il faut que je le rende accessible, puis ça, c'est le plus gros travail. C'est ça qui me prend le plus de temps. Est-ce que tu écris comme une phrase comme tu l'aurais écrit, après ça, tu la retravailles pour qu'elle soit plus accessible? Comment tu travailles? je la contextualise, puis, tu sais, j'essaye de... Puis c'est pas... Pour moi, c'est pas nivelé par le bas, au contraire. Tu sais, moi, c'est comme... OK, moi, là, je pourrais, mettons, m'adresser aux universitaires, mais les universitaires, ils ont ces livres-là. Okay? Ils n'ont pas besoin de moi. Je vais prendre vos travaux, puis je vais essayer de les rendre, tu sais, comme grand public. Ouais. Moi, ça va être ça. Je vais être la courroie de transmission. C'est un super beau mandat, puis c'est le fun ça doit être hyper créatif, tu sais, tu peux... Oui, des fois, c'est fatigant. Là, plein de sujets. En tout cas, il y a beaucoup de sujets. Tu sais, comme, ce matin, je te dirais que mon angoisse... C'est ça là, dont je te parlais au début. Tu me demandais comment ça va. Je suis comme, c'est comme, je suis pas capable, je serais pas capable. Tu sais, souvent, c'est d'être devant mon ordinateur puis d'avoir ces angoisses. Je suis sûre qu'en plus, si tu t'adresses aux ados, tu es tellement proche de ton ado intérieur que j'ai l'impression que ça va être assez simple. J'ai vraiment hâte de lire ça, mais je veux le temps qui file. Tu parles de science. J'ai lu ça. Ma vie avec un scientifique, c'est trop cute. Est-ce que c'est une série? Non, mais honnêtement, je pense que peut-être au début, on avait peut-être l'idée d'en faire plus, puis que c'est ça qui a fait que ça a été ce titre-là. Mais j'ai hésité beaucoup parce que j'avais envie de donner un titre qui avait rapport à la fertilité. Puis si c'était à refaire, j'y pense, on n'arrivait pas à trouver un titre. Ouais. Puis mettons, la cigogne, tout ça, on a tout essayé. Tu sais, genre, la cigogne ne passe pas. Tu sais, on essayait, mais des fois, les titres existaient déjà. Ah ouais. Puis à un moment donné, on n'arrivait pas. Donc, c'est ça qui a fait que finalement, on trouvait que c'était cute. Puis on disait, ça peut peut-être ouvrir la porte à d'autres. Mais finalement, tu sais, j'ai eu d'autres projets, bac aussi, puis... Tu sais, puis aussi, quand je l'ai écrit, c'était pas longtemps vraiment
après mon processus de fertilité. Ouais. Donc, j'avais encore beaucoup de peine par rapport à ça. Ouais. Fait que je pense que le titre, il me venait pas. T'sais. Fait que, mais si c'était Parce à faire... que tu as un autre titre? T'aurais-tu un autre titre? Ça serait Projet bébé. Ah, ben oui! Ça serait ça. Oui! Dans ma tête, il s'appelle Projet bébé, ce livre-là. Il faut parler à Bac, il faut faire de quoi? Il faut faire une série avec ça. C'est tellement drôle, India. C'est drôle. Ouais. Vous avez une dynamique tous les deux vraiment rigolote. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des strips à faire dans un magazine. Je sais pas quoi, là, mais... Ben, je le ferais pas. C'est parce vraiment que pour drôle. moi, c'est comme un projet fermé. Ah, OK. Puis, tu sais, je veux pas nécessairement non plus... tu sais, là, je m'étais beaucoup inspirée. Je trouvais, en fait, qu'il n'y a pas... Ben, en 2017, quand j'ai sorti ça, la fertilité, là, on n'en parlait pas vraiment. C'était super tabou. Nous, mon chum et moi, on a beaucoup souffert de ça, de ne pas avoir de couple avec qui parler de ça. Ouais. Puis je trouvais qu'il n'y avait rien de drôle. Moi, j'avais besoin d'air. J'avais besoin de pouvoir rire de la situation parce que c'était très lourd, très sérieux, très... Puis moi, là, quand je suis malade, quand je suis dans des affaires soit de santé ou ou que je vis des drames, j'ai besoin d'humour. Puis moi, j'ai fait cette BD-là pour répondre à un besoin que moi, j'avais. Puis la BD a fini bien. Moi, mon histoire, elle n'a pas fini bien dans un sens parce que moi, j'ai pas eu de bébé. Mais je l'ai quand même laissé sur une note d'espoir parce que... en fait, c'est ça aussi. Pour moi, ça a été une révélation de lire la fin. Mais j'ai fait « What? » Peux-tu parler d'un double standard que j'ai vécu par rapport à cette BD-là? Bon, OK. Dans le journal Le Devoir, la critique de cette BD-là a été que c'était narcissique. Que c'était narcissique et que les anecdotes, c'était insignifiant, là, tu sais, comme genre, on a voulu un bébé, moi puis mon chum, c'est l'affaire la plus basique du monde, c'est insignifiant. Puis là, j'étais comme, intéressant. Je vais aller voir ce que le critique a pensé de la BD sur la paternité de Guy Delisle. OK? Guy Delisle, BDiste que j'aime beaucoup et tout ça. Oui. Mais tu sais, je veux dire... Qui écrit sur sa vie, qui écrit... Papa qui a écrit sur sa paternité, ben oui. Donc, c'est du génie. C'est du génie! OK? Il y a des anecdotes là, dans la BD de Guy Delisle que c'est lui qui cache les céréales pour les garder, puis nanana. Puis là, j'étais comme... En quoi que c'est pas insignifiant? C'est anecdotique. Je veux dire, parce que c'est Guy Delisle. Parce que c'est Guy Delisle, parce que c'est de la paternité, mais un sujet, puis c'est jamais mentionné que c'est narcissique, là, son affaire, là, alors que c'est des scènes de sa vie. Moi, je parle d'un sujet dont personne parle, OK, à ce moment-là, qui est un désir de parentalité, puis des traitements de fertilité, quelque chose... cherche dans la littérature là, des affaires comme ça, drôles, ben il n'y en a pas. Puis c'est narcissique. C'est incroyable. Mais on s'en sort pas, non, là, je veux dire... Ça, comme le moindrement que une fille va faire de l'autofiction ou, tu sais... Elle va faire une ref vraiment pop, mais même Taylor Swift... Ben oui! C'est comme un problème pour elle. Elle se fait tout le temps parler de ses ex. Mais tu sais, l'autre jour, je disais ça parce qu'il y a un gars qui m'a dit « Ah, Taylor Swift, elle parle juste de peine d'amour. » Hey, je suis contente qu'on en parle. Okay. Moi, je ne pensais pas parler de Taylor Swift aussi, mais ça m'anime. On va en parler parce qu'on va répondre à ces gars-là. Non, mais je dis ça à mon chum. Je dis que, tu sais, il y a un gars qui m'a dit que Taylor Swift, elle parlait juste de ses peines d'amour. Mais j'ai dit, il me semble que tout le rock est basé sur les peines d'amour. Olivier, il me dit, tu sais, moi, j'écoute du métal extrême, là. C'est juste des peines d'amour. Oui. C'est comme, OK. On réinvente pas la roue. Mais en fait, j'en ai, moi, beaucoup contre les gens qui disent je comprends pas ça. Je comprends pas. Puis tu sais, je pense que t'as le même problème que moi. Je comprends pas Taylor Swift, en l'occurrence. Tu sais. Mais prends le temps de comprendre. Prends le temps de t'asseoir. Puis, OK, t'aimes pas ça. Moi, 50 Shades of Grey. Quand c'est sorti, je sais pas si tu te rappelles, les critiques étaient... Ben, t'avais deux clans, là. C'est parti en trombe en librairie, puis les jeunes filles ont vraiment trippé. Puis t'avais tout le milieu littéraire qui, c'est dégueulasse, tout ça. Puis... Ben, moi, c'est sûr que ça rentre
contre mes valeurs. Là, mais il faut. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre le temps de le lire. Moi, j'ai lu 4 pages, puis je savais maintenant comment argumenter sur le fait que c'est mal écrit, que tu comprends. Moi, je m'en fous que ce soit mal écrit. C'est juste encore une affaire. Oui, la façon dont on parle du couple qui est encore. Mais, tu sais, Taylor Swift, là, c'est super empowering. Vraiment. Tu sais, justement, c'est pas une fille qui accepte des mauvais traitements. Elle dit qu'elle les accepte pas, ces mauvais traitements-là. Puis, tu sais, ne pas comprendre, tu sais, comme c'est plus un argument valable, là. Tu peux plus dire ça. Je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on s'en fout que tu comprennes? Tu sais, je veux dire, tu comprends-tu d'autres choses? Tu sais, tu comprends-tu Justin Timberlake? Moi, personnellement, je comprends pas. Oui, pourquoi? C'est ça. Pourquoi faudrait que... Tu comprends-tu Snoop Dogg? Mais en tout cas, tu comprends-tu Eminem? Ça, tu comprends. Ça, tu comprends, mais Taylor Swift, tu comprends pas. Tu sais? Je trouve ça écœurant. Moi, je trouve ça vraiment cool qu'on en parle. Kanye West. Oui. Je veux dire, là, il y a des affaires, OK, qui a démontré là, sa violence puis tout ça. Pourquoi tu comprends pas ça? Amène ton incompréhension vers Kanye West. Exact. Puis lâche Taylor. C'est incroyable. Qu'elle fait du bien à plein de monde. Mine de rien, elle a vécu beaucoup de violence, je trouve. Puis elle remonte sur scène. Puis, Kanye, elle l'a interpellée en plein award. En tout cas, moi, j'ai une admiration pour ça. La seule chose, je trouve que ça fait qu'on cultive encore le double standard. Le double standard, mais la jeune femme blanche qui a du pouvoir, tu sais. Oui, mais quelqu'un m'a dit, pourquoi pas Beyoncé? Mais Beyoncé aussi, pourquoi dans la tête des gens, puis ça, j'en parle dans mon nouveau livre pour ados, pourquoi les gens en retiennent juste une? Ça en prend juste une. Oui, t'as raison. Une. Beyoncé est très populaire là, dans les albums les plus vendus de l'année. Là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pourquoi tu dis, pourquoi Taylor et pas Beyoncé? Ben les deux. Exact. Et tu te demandes-tu pourquoi Eminem et pas quelqu'un d'autre? Ouais. Tu sais, non, les deux, il y en a plein. En fait, dans les listes là, des artistes favoris, c'est juste des hommes. Exact. Ça fait du bien un peu Taylor Swift. Puis, je vais te raconter une anecdote personnelle. Ce matin, mon chum, il me montre son téléphone. Puis là, c'était marqué tous les clients de Rogers sont éligibles à un concours. Vous n'avez qu'à répondre Swiftie pour gagner des billets pour Taylor Swift. Puis là, il me montre. Puis là, il avait répondu Swiftie. Puis là, j'étais comme, il est trop cute. J'étais comme, j'espère qu'on va gagner des billets. Oui, c'est ça, j'allais dire. Le temps file, puis là, je veux garder le gros sujet pour la fin, mais je veux dire, le lien que j'ai vu, moi, bien évidemment, c'est ici, t'es la grande quête de la maternité, que finalement, t'as pas mais quoique, je suis sûre que t'as des neveux, t'as des nièces, t'as plein d'enfants autour de toi, je suis sûre. Je pense que je me suis déconstruit un peu l'idée. Tu sais, je pense que ça aussi, il a fallu que je tue ma princesse. Hey, toi, t'as une vécu heureux et heureux pour vos enfants. Avec beaucoup d'obstacles, tu sais, à travers ta vie personnelle. Tu as toujours comme réussi plus forte à t'en sortir. En tout cas, mais je suis chanceuse parce que j'ai une super belle relation en ce moment avec le fils de ma sœur, qu'on est super proches, puis il est proche d'Olivier aussi, puis ça c'est une belle chance que ma sœur m'a permis, tu sais, comme on se voit souvent, puis j'ai aussi tellement des beaux témoignages de lecteurs, lectrices. Tu sais, ça me touche. Puis j'ai des amis de d'autres générations aussi plus jeunes. Puis ça me touche aussi parce que ça me permet... Tu sais, je pense que d'être en contact avec des gens plus jeunes, ça te permet de comprendre, de voir où le monde s'en va, évolue, tout ça. Ouais. Donc, moi, j'aime ça, autant avoir des amis plus jeunes qu'avoir des amis plus vieux. Mais juste pour ça, avoir des enfants dans sa vie. Tu sais, moi, j'ai des enfants dans ma vie depuis quelques années. Je suis pas la mère, mais je les accompagne dans leur vie. Puis, c'est ça, je tends à changer. Je sens que je change parce qu'elles sont là, parce que je les écoute, parce que j'entends d'autres choses que j'entendais pas à mon époque. Ça te donne une autre perception des choses. Oui. Fait que je suis désolée pour ta maternité, mais en même temps, je suis certaine que tous les enfants qui sont auprès de toi en bénéficient de l'amour que tu as à Jenny. J'ai vraiment la chance d'avoir des beaux projets qui me permettent d'être en contact.
par Aurélie, par d'autres livres, tout ça, c'est vraiment... Ça, c'est... Ou, tu sais, comme là... C'est ça, j'allais dire. En fait, t'as pas d'enfant, mais t'as accueilli un petit bébé chez vous. Oui, c'est mon chien, beau. Gustave. On l'aime tellement. Cette histoire est tellement cute. Ça y est-tu arrivé? Il s'est-tu blessé? Gustave, dans le fond, il est handicapé. Ah, il est handicapé pour vrai? Oui. C'est un chien spécial. Ben, il y a comme, en fait, il y a une dysplasie du coude. Okay. Ça arrive, c'est génétique souvent chez les. Souvent, c'est les hanches, lui, c'est le coude. Ça fait que très tôt, il boitait. Fait qu'il a fallu qu'on le fasse opérer. Puis, tu sais, notre vision des animaux, là, tu sais, mettons, l'éleveuse, elle disait, ben, voulez-vous l'échanger? L'échanger? Ah oui, ça, il t'offre ça. C'est dans ton contrat, tu peux échanger ton parce chien. qu'il y a une petite malformation. Tu sais, c'est notre rapport aux animaux, pour moi, est tellement fucké, là, tu sais. C'est vrai. Donc, non, on ne voulait pas l'échanger. Tu sais, nous autres, on l'aimait, là. Fait que là, c'est une condition. Il est comme ça. Fait qu'il va boiter toute sa vie. On lui fait de la physio à tous les soirs. C'est vrai? Alors maintenant, je dis, Gustave, physio, il se couche. Puis là, il me tend la patte comme ça. Puis là, j'y fais... Au début, c'était pas de même. Il a fallu entraîner ça. C'est trop cute. Il a fallu entraîner. Ça a pris 6 mois, 1 an à entraîner pour qu'il fasse ça. Mais maintenant, c'est notre petit moment. Je dis ça. Puis là, il se couche sur le côté. Puis il me tend sa patte comme ça. Puis là, j'y fais ses exercices à tous les soirs. Puis est-ce qu'il te suit beaucoup dans ta vie? Tu le trimbales-tu? Ben oui, puis tu sais, c'est un gros chien, c'est sûr. Comme on appelle ça, c'est un bouvier bernois. Bouvier bernois, oui, c'est ça. C'est des chiens Miros, ça? C'est les gros chiens, c'est ça? Ben, maintenant, en tout cas, peu importe. Mais tu sais, sont utilisés, effectivement. Mais moi, non, là. Mais fait que je sens que tu aurais des choses à dire. On en parle l'autre jour de Mira. Parlant d'animaux puis de ton amour pour les animaux, tu m'as dit, là, Myriam, on peut pas se voir sans qu'on parle des baleines. C'est mon sujet préféré. Parce que là, il est arrivé quelque chose dans l'actualité en plus. Oui. Tu veux-tu... Ben, en fait, c'est que... bon, moi, j'ai écrit un livre sur les baleines parce que je me disais... Moi, je voyais... Tu sais, j'allais tout le temps à un même endroit... Tu sais, quand j'étais petite, puis là, ça m'a pris du temps avant d'y retourner. Puis là, je suis allée, puis là, j'ai vu, voyons, il n'y a plus de baleines. Tu sais, dans les années 80, là, tu sais, t'allais... C'était la grosse affaire. Tout ça, il y avait beaucoup de baleines, tout ça. Ouais. Là, maintenant, tu peux avoir de la difficulté à en voir. Tu sais, je veux dire, c'est chiffré, là. Il y a plein d'espèces qui sont en voie de disparition, dont les belugas. On ne peut pas s'imaginer ça, mais les belugas sont en voie de disparition. Quand j'ai écrit le livre, là, j'ai pas regardé les chiffres récemment, mais mettons la baleine bleue, dans les années 80, il y en avait 200 000. Fait que j'ai raison de penser qu'il y en avait beaucoup. Maintenant, ils sont rendus 5 000. Puis là, les chiffres, ils ont continué à baisser. On baisse encore. D'ailleurs, c'est ça. Donc, moi, c'est sûr qu'en voyant ça, j'ai commencé à me poser des questions. Puis, tu sais, j'allais à une place où le propriétaire de ce camping-là, où tu peux voir les baleines à partir de la berge, tu sais, lui aussi, il me disait, tu sais, puis il me racontait des anecdotes, puis là, je me disais, mais là, ça peut être vrai, cette anecdote-là? Fait que là, je voulais aller questionner des scientifiques. Donc, ça donne un espèce de livre documentaire hybride où il y a des anecdotes, puis où je vais vérifier les informations avec des scientifiques. Mais je voulais aussi parler de l'aspect environnementale, puis de la tristesse de voir les baleines disparaître. Puis les baleines, en fait, c'est ce qu'on appelle un bioindicateur. C'est-à-dire, si les baleines, qui est la plus grosse affaire que tu peux observer dans l'océan, bien, s'ils sont en train de disparaître, là, c'est qu'en dessous d'eux autres, là, c'est épouvantable ce qui se passe. Puis que si on fait rien, là, ben ils vont disparaître. Puis si l'océan meurt, on meurt, c'est mon T-shirt. Oui! C'est quoi ça? If the ocean dies, we die. Si les océans meurent, on meurt. C'est Paul Watson qui a écrit ça. Paul Watson, c'est le fondateur de Greenpeace, qui après ça a fondé Sea Shepherd. Il s'est chicané avec tous ces organismes parce que lui, c'est un pirate, dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire que lui, là, à un moment donné, ces organismes-là, pour survivre, là, ben, ils font de la diplomatie. Tu sais. Mais lui, là, ce qu'il veut, c'est couler des bateaux. C'est un activiste, en fait. C'est un activiste qui part à la chasse des bateaux. Lui, il veut faire des gestes concrets. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de détruire les bateaux qui vont s'attaquer aux animaux, particulièrement aux baleines.
Et là, puis il y a des pays, il y a un moratoire international en ce moment pour empêcher la chasse aux baleines, mais il y a des pays qui continuent malgré tout. Et lui, je ne veux pas nommer les pays là, parce que c'était peurant, là, mais en tout cas, t'as peur. Faites vos recherches. Le Japon, moi je vais le dire, entre autres. Mais entre autres, le Japon qui est un grand producteur de viande de baleine, d'après ce que je comprends. C'est bien ça? Oui, mais en même temps, il n'y a même pas tant de monde qui le mange. Là. Il n'y a pas tant de consommateurs. Souvent, ça va être utilisé pour d'autres choses. Des fois, même, ils vont cacher. Puis ils vont dire aussi, c'est toutes des choses qui ont été démontrées fausses. Là. Le fait que ce soit des grands mangeurs de baleines. Le fait que c'est traditionnel. Le fait que pour eux, les baleines, c'est comme une peste, comme des rats, donc il faut qu'ils contrôlent la population. Tout ça, ça a été démontré faux. Et Paul Watson, dans le fond, il veut, lui, tous ceux qui font de la pêche, de la chasse illégale, parce qu'il y en a de la légale. Parce qu'il y a des quotas, donc... Oui, c'est ça. Ben, tous ceux qui font la chasse illégale, lui, ben, dans le fond, il veut créer des dommages au bateau. Ça, à date, ça n'a jamais blessé quelqu'un, mais ça a créé des dommages au bateau. Ouais. Fait qu'il rentre dans les bateaux, en fait, avec son propre bateau. C'est ça qui est arrivé la dernière fois. Il a comme foncé dans un bateau de méchants. Puis, ce qui est fou, ben, le 21 juillet dernier, il a été... le Japon avait annoncé une nouvelle flotte pour chasser la baleine. Lui, il a annoncé qu'il allait aller couler ce bateau-là. Et là, il a été arrêté. Et en ce moment, il a été arrêté au Danemark. Puis là, il est emprisonné là-bas. Puis le 15 août, on va savoir s'il est extradé au Japon. Et s'il est extradé au Japon, il va aller en prison là-bas. Il va mourir, probablement tué dans la prison ou même... c'est sûr qu'il va mourir. Le Japon a demandé son extradition vers le Japon pour pouvoir le juger là-bas. Ouais. Évidemment, ça risque d'être un procès justement très médiatisé déjà, mais qui risque de... Peut-être pas? T'es pas sûr de ça? Non. Il fait des... il est pas... Tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Hein? Il y a beaucoup de... Mais quand tu écoutes le documentaire, c'est impossible de ne pas être d'accord avec lui. C'est vrai. Ouais. Parce que tout le monde n'est pas d'accord avec ses techniques. Mais tout le monde se rallie autour de lui. Même ses plus vieux collègues vont dire « Je suis vraiment pas d'accord avec sa façon de faire. » Mais est-ce la seule? Puis lui, dans le fond... tu sais, puis c'est la même affaire qu'un autre monsieur que j'aime beaucoup, qui est Rick O'Barry, qui se bat au bout pour... il se bat lui aussi pour le Japon, parce que l'affaire, c'est que souvent, ce qu'ils vont faire comme technique de chasse, Rick O'Barry, c'est plus pour les dauphins, c'est qu'ils vont utiliser plusieurs bateaux pour piéger un gros nombre de dauphins ou de baleines, tout ça, les piéger dans une baie, et là, c'est le massacre. Les harponnent. Puis si t'es capable d'aller voir des vidéos de ça, je veux dire, moi, je voudrais y aller sur le bateau pour couler le bateau. Fait que, ah ouais, ça t'a donné cette flamme, ben, toi. C'est que moi, je peux pas comprendre pourquoi on a une vision du monde où le criminel, c'est Paul Watson. Ouais. Puis moi... Tu sais, mettons, il y a des gens qui vont... Les gens, là, ils vont aimer aller observer les baleines. Puis après, c'est l'étape de plus, c'est trop grand pour nous comme humains. Comment on fait pour les protéger? Comment on fait pour empêcher leur disparition? Moi, c'est là où, tu sais, dans n'importe quelle cause, que ce soit le féminisme, que ce soit la cause animale ou environnementale, c'est là des fois où que je me dis, moi, qu'est-ce que je peux faire? Mon petit livre là, des baleines, là, c'est comme une graine dans l'océan. C'est rien, rien. Moi, j'ai essayé de faire ça pour essayer de faire quelque chose parce que j'ai besoin de prendre la parole là-dessus. J'ai besoin de faire quelque chose pour les baleines, mais ça ne changera rien. Parce qu'on est fondamentalement, on est inutile. On la consomme pas déjà. Fait qu'on peut pas gérer ça, faire un boycott parce que au Québec, est-ce qu'on peut? Là? On peut faire quelque chose parce que, tu sais, il faut qu'on ait de l'optimisme. Ouais. Donc, tu sais, comme moi, j'ai décidé
d'être végane parce que j'ai plus envie de participer à une industrie qui est comme cruelle puis qui crée des dommages, autant sur la souffrance animale que sur l'environnement. Moi, je ne veux plus participer à ça. Mais le fait qu'on soit de plus en plus nombreux, ça fait qu'il y a de plus en plus de produits. Ça fait que il y a de plus en plus de choses qui peuvent et qui doivent changer. Donc, moi, je crois qu'on a un pouvoir individuel quand les individus deviennent un groupe. Puis c'est pour ça que j'ai pas le choix de garder un certain optimisme parce que moi, toute l'affaire de Paul Watson, ça me trouble parce que je suis comme, c'est lui le criminel alors que les criminels, c'est nous. On est en train de détruire les écosystèmes, on est en train de détruire la nature, on est en train des créatures qui sont sur Terre depuis des millions d'années, comme les baleines, bien, sont en train de disparaître, puis c'est à cause de nous. C'est démontré que c'est nous les responsables de ça. Tu sais, l'autre jour, je voyais une vidéo d'une baleine bleue que sa queue, elle a été coupée parce qu'elle a été prise dans un filet. Les filets sont utilisés pour la surpêche. Elle n'a plus de queue parce que ça a été... tranché. Oui, exactement. Aïe, aïe, aïe. Et non, c'est terrible. Le problème, c'est qu'on ne veut pas le voir. Moi, c'est un peu ça que je fais. Hein. Je bloque les informations parce que juste en ce moment, les informations, en général, me donnent le vertige. Mais c'est ça nous donne le vertige. Puis souvent, on veut... Tu sais, comme là, je t'ai forcé à écouter ce documentaire-là, puis je suis sûre que ça t'a fait ressentir une espèce d'impuissance. Puis je te remercie de l'avoir écouté parce que les gens veulent pas nécessairement écouter ces documentaires-là parce que c'est comme, OK, mais comment je vais changer ma vie maintenant que je sais ça? Puis les gens veulent pas nécessairement changer la vie. Puis j'écoutais un podcast l'autre jour avec une économiste végane, justement, qui démontrait que, économiquement parlant, ça aiderait vraiment la Terre entière, OK, si... On arrêtait de consommer. Ben oui, aussi, il y avait une grosse diminution. Puis elle disait, tu sais, souvent on va dire, mettons, oui, mais ça a toujours été comme ça, l'agriculture. Puis elle disait, non, l'agriculture, on n'a pas commencé comme ça. Au contraire, il y a eu une adaptation vers ça. Donc, pourquoi il n'y aurait pas une adaptation pour changer les pratiques, pour faire d'autres choses, tout ça? L'être humain est capable de s'adapter. On n'est pas toujours obligé de se référer à des traditions pour expliquer des comportements qui, aujourd'hui, on sait, créent des dommages et de la souffrance. Oui. En tout cas, mais c'est... Je trouve qu'avec ce livre-là, tu fais œuvre utile parce que d'abord, c'est un super... Graine dans l'océan. Oui, mais c'est ça. Mais il faut trouver, quand on possède ces informations-là, il faut trouver, comme tu disais tantôt, la façon d'agir. Puis je pense que ça, c'est d'en parler, d'inciter les gens à regarder. D'être au courant, c'est déjà un premier pas vers quelque chose. Puis ce livre est, encore une fois, magnifique. Merci. Ça va rester dans les bibliothèques longtemps. C'est encore ça, hein, tu sais, c'est super drôle parce que j'ai pas... C'est comme considéré jeunesse, mais j'ai pas... J'ai vraiment, là, moi, j'ai mis les informations, puis je les ai transmises comme je les transmettrais à n'importe qui. Je trouve ça super drôle parce que des fois, il y a des enfants de 4 ans qui font l'écolocalisation. Fait que là, je suis comme, tu sais, c'est la preuve qu'il faut pas essayer trop de s'adapter nécessairement. Oui, les enfants sont intelligents. Je te renvoie ta parole pour ton projet d'adolescent. Oui, exactement. Les enfants sont intelligents. Je me dis tout le temps ça. Mais La Bagnole a aussi fait, avec Christine Beaulieu, On est sur les saumons aussi, qui est un peu le même principe de docu. Le temps passe, India, c'est fini. Non! Oui, je regarde là, on a même dépassé. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un en arrière qui peut. Mais je suis ravie d'avoir fait un petit parcours parce que c'est un petit parcours de ton œuvre. Ça ici, j'ai pas lu ça, mais je l'ai apporté. C'est un petit nouvelle chez Québec Amérique. Je l'ai pas encore apporté. Je l'ai pas encore lu, je veux dire. Sur le... peut-être que ça te toucherait. Tu sais, c'est justement une fille qui doit s'adapter parce que l'être humain s'adapte. À ses nouveaux parents. Ah oui. Ah, ben oui.
vais le lire ou je vais le faire lire à mes filles. Il y avait ces petits livres-là aussi chez Fonfon, une maison d'édition que j'adore. Oui. C'est une collection, hein, c'est pas moi qui... Au début, j'avais dit non parce que j'étais comme, je veux pas justement avoir l'air narcissique de faire comme India, nanana. Surtout que India, c'est pas comme Julie, hein. India, il y en a pas tant que ça. Le monde sait que c'est moi. Mais je suis sûre qu'il y en a plein, là, depuis 20 ans, des petites India qui ont poussé. Mais oui, c'est vrai, une collection, elle demande à des auteurs, d'écrire des petites choses, là, tu sais, comme pour les enfants. Ouais. Puis j'ai adoré faire ça. Je me suis forcée à faire rimer mon histoire. Fait que c'est comme des petits poèmes. Ouais, ça rime. J'ai déjà donné mon cœur à Pépé, mais ça n'a pas duré. Tu sais, c'est des petites rimes. J'ai quand même découvert qu'on avait le best Joe en commun des New Kids. Moi, c'était mon préféré avec Donnie. Fait que... il n'y en avait pas beaucoup. Ah oui, Donnie, c'était le chanteur. C'était-tu le blond? Oui, le chanteur. Je les ai vus parce que j'ai écouté le documentaire. Puis India est amoureuse, c'est un amour sain. Parce que je voulais faire une histoire d'amour sain. Donc, maintenant, mon cœur est en sécurité. Oui. Tu vois. Fait que l'amour est au cœur de ton œuvre. Les relations saines. J'aimerais, tu sais, si, mettons, on se dit ça, oui, l'amour, même l'amour des baleines. L'amour d'un chien, l'amour de ma grand-mère. Oui, mais surtout ce que je remarque à travers ton œuvre, c'est ton engagement. Ton désir de faire pousser une information que tu as reçue, puis de la vulgariser à travers Mr. Big, à travers les baleines, à travers ma vie avec un scientifique. Ça pour moi, c'est des œuvres utiles. Puis le fait que tu sois capable de passer d'un genre à un autre, tout en gardant ton public cible dans ta tête, ça, c'est magnifique aussi. Fait que je suis vraiment ravie de t'avoir suivi dans ta carrière parce qu'on a commencé ensemble. Moi, j'étais arrivée en 2005 dans le milieu du livre. Tu as écrit en 2005. Fait que je nous souhaite... Puis je trouve ça très cool que je te le redis, que tu as un podcast littéraire. Il n'y en a pas assez. Puis c'est le fun de voir que tu as lu les choses puis que tu es capable de rebondir sur des choses qui existent pour vrai dans les livres. Oui, t'es fine. J'aime ça puis je vous aime. C'est pour ça que je fais ça. Merci d'avoir accepté. Merci. Bye.